Mon très cher Albus Dumbledore et vous tous sorciers et moldus, bonjour. Après un marathon aussi long et intense que les Horcruxes, nous vous proposons un sujet un peu plus léger. Aujourd'hui dans Lumos pour un moldu, nous tenterons de faire la lumière sur le symbole qu'incarne le dragon. Oui, enfin, léger n'est peut-être pas le mot. Mais avant de commencer dans le vif du sujet, découvrons les endroits dans la saga Harry Potter où interviennent les dragons. Quelles sont les 3 occurrences au cours desquelles les héros sont confrontés à cette créature fantastique? La première apparition survient dès le premier tome. Il s'agit bien évidemment de notre très cher Norbert, le bébé dragon de Hagrid. Ou plutôt, la bébé dragonne, puisqu'il se trouve que Norbert est en réalité Norberta. La seconde apparition est dans le 4e tome, lors du tournoi des 3 sorciers. Et la troisième survient à la 7e année, lorsque notre trio tente de forcer la chambre forte de Bellatrix. Ils ont alors affaire à un vieux dragon blessé, usé par les terribles traitements des gobelins et à moitié aveugle. Ainsi, les 3 apparitions de ces forces sulfureuses se placent aux 3 angles symboliques de l'œuvre. Au début, au centre et à la fin, formant un triangle parfaitement équilibré. Mais ce n'est pas tout parce que ces 3 dragons illustrent 3 étapes importantes de la vie. La naissance avec Norbert le bébé dragon, le principe de génération avec la maman dragonne adulte, et enfin la vieillesse et la mort avec le vieux dragon pratiquement aveugle qui se libère de ses entraves pour s'envoler vers son ultime voyage. Penchons-nous maintenant sur ces 3 dragons et nous verrons qu'ils illustrent chacun 3 aspects de notre monde psychique. Le premier sauvage et indompté, la deuxième farouche et protectrice, et le troisième épuisé et n'aspirant plus qu'à l'ultime libération. Dans le premier opus donc, Harry vient en aide à Norbert, le bébé dragon de Hagrid. Ce que nous pouvons d'ores et déjà noter, c'est que la créature ne se trouve pas dans un environnement adapté, tant pour lui que pour son entourage. Nous tenons à rappeler que Hagrid vit dans une cabane qui est entièrement en bois. Norbert, ou plutôt Norberta, ne contrôle pas sa force et sera la cause d'innombrables incendies. Elle symbolise la force créatrice et incontrôlable de l'enfant et ne mesure pas encore ses capacités et déborde d'énergie, au point d'être traversée par des crises de colère et de joie. Harry et ses amis font alors appel à Charlie Weasley pour l'emmener auprès de ses congénères en Roumanie. Ainsi, Norberta nous enseigne qu'il faut trouver sa place dans la société, que si nous nous sentons différents des autres, inadaptés dans le rôle que les autres cherchent à nous imposer, c'est peut-être parce que nous n'avons pas encore trouvé notre voie. Ensuite, dans le 4e tome, Harry doit affronter une dragonne d'âge adulte qui garde ses œufs. La créature est alors en pleine possession de ses forces. Elle symbolise l'instinct maternel de protection et la force de génération. Le feu visible que crache la dragonne reflète le feu invisible qui anime la substance psychique de l'homme pulsionnel. Le dragon est le symbole de ces frictions intérieures qui fait naître le feu caché. Les feux de la passion embrasent les corps. Ils consument et germent à la fois. Tout comme la conflagration peut carboniser la forêt, mais engendrer aussi une nouvelle croissance. Aussi, c'est par le feu que la nature est changée. C'est pourquoi le symbole du feu véhicule autant le sentiment de terreur que l'espoir de la transmutation. D'ailleurs, les matériaux et outils qui nous définissent en tant qu'humains ont été forgés grâce à l'art du feu. C'est pourquoi de nombreux mythes de la création présentent le feu comme un don précieux des dieux, une découverte fortuite ou un vol titanesque. Nous pensons par exemple au mythe de Prométhée. Dans la symbolique gréco-romaine, les dragons sont investis d'une fonction principale. Ils sont préposés à la garde de trésors ou de lieux sacrés. Les dragons sont des gardiens par nature, avares de ces trésors, ne voulant laisser s'échapper aucune pièce. On pense tous, j'en suis sûr, à Smaug le Doré dans Le Hobbit. La première tâche du tournoi des 3 sorciers rappelle également l'un des 12 travaux d'Héraclès, durant laquelle il tue le dragon qui garde l'arbre du jardin des Hespérides pour s'emparer des pommes d'or. Mais contrairement à Héraclès, Harry affronte la dragonne avec succès, sans la tuer. Il la domine par son agilité et son adresse. Par ailleurs, il ne s'agit pas de n'importe quel trésor à conquérir. Il s'agit de s'approcher de la progéniture de la créature
pour s'emparer d'un œuf d'or. Les champions doivent ainsi profaner l'espace sacré de la mer. Ils pénètrent dans la zone intime et secrète de l'animal. Et cet acte ne peut avoir qu'une seule conséquence sur la créature sulfureuse. Provoquer une colère viscérale engendrée par l'instinct maternel de protection. Oui, puisque le dragon illustre nos passions, en apprivoisant cette force de la nature, c'est comme si les champions maîtrisaient symboliquement leurs pulsions et bas instincts. L'homme doit repousser le feu de ses passions et de ses vices, maîtriser sa flamme au risque de s'y brûler et de se détruire. En plus de ça, l'objet de leur quête est un œuf d'or alchimique. L'œuf est le symbole de la matrice dans laquelle l'être prend forme. Sa couleur, or, symbolise la perfection de l'être. Aussi, la quête du héros est ici de vaincre le dragon intérieur de ses pulsions pour découvrir l'être parfait qui prend forme en lui-même. Heureusement que le Quidditch existe. Cela permet à Harry de prendre un peu de recul et de hauteur par rapport à sa situation. Depuis les hauteurs, la dragonne ne lui semble plus aussi terrifiante. Lorsqu'il s'éleva dans les airs, il se rendit compte que ce n'était pas seulement le sol qu'il venait de quitter, mais aussi sa peur. En prenant de la hauteur, Harry réalise l'emprise déraisonnable qu'avaient ses émotions sur son jugement. Il prend soudain conscience de ses pulsions qui le traversaient et le tourmentaient, l'empêchant d'agir de manière appropriée et raisonnée. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, c'est au terme de cette première tâche que nos deux amis, Ron et Harry, se retrouvent après une longue querelle. Ils prennent mutuellement conscience de leur débordement émotionnel. Évidemment, puisque le cerveau de ces deux adolescents de 14 ans sont immergés dans un bain d'androgène, ce qui les rend enclins à s'emporter rapidement. Mais il suffit de prendre un peu de recul sur ces émotions pour que s'évanouissent toutes ces peurs et frustrations. Enfin, la troisième apparition du dragon rappelle la célèbre devise de Poudlard, Draco dormiens nunquam titilandus. En effet, dans le 7e opus, Harry et ses amis libèrent un dragon d'âge avancé qui garde depuis de nombreuses années les chambres fortes les plus profondes de Gringotts. Celui-ci est depuis longtemps enfermé dans l'obscurité des grottes. Sa peau pâle est due à sa longue incarcération, et ses écailles sont devenues friables par endroits en raison des nombreuses maltraitances physiques. Ses yeux sont d'un rose laiteux, l'animal est presque entièrement aveugle, et son museau est couvert de cicatrices. Il symbolise la force endormie, domptée par la cruauté, mais qui n'a besoin que d'un geste pour exploser dans un mouvement ascensionnel d'émancipation. Pour cela, il doit se libérer des grosses chaînes qui le maintiennent attaché à la roche, prisonnier du monde souterrain. Ce dragon domestiqué et instrumentalisé symbolise le désir viscéral, violent et irréfrénable de domination des forces colossales de la nature propres à l'homme. Les chaînes qui maintiennent en captivité le dragon illustrent les engrenages dans lesquels l'homme s'enchaîne lui-même. Ces engrenages se nomment richesse marchande et système boursier. Pas étonnant du coup de retrouver le dragon dans les souterrains de la banque Gringotts, qui n'est que la matérialisation de ces concepts poussés à l'extrême, jusqu'à leur point de rupture qui entraîne immanquablement des crises boursières. En effet, cette course effrénée vers la croissance provoque une surévaluation et un épuisement des ressources naturelles, et finalement, la fragilité du système tout entier. Ces crises boursières sont illustrées dans la saga Harry Potter par la libération du dragon, qui détruit au passage la banque. Celui qui tente de dompter ce monstre le paie par le feu, symbole de l'effondrement boursier. Oui, les gobelins parviennent à domestiquer en apparence cette pauvre créature à coups d'enclume, contenant symboliquement son feu incandescent à l'intérieur de petites pièces de monnaie métallique en apparence inoffensive. Les galions d'or sur lesquels sont gravés un dragon sur l'une des faces de la pièce. Mais ce feu peut se réveiller à tout instant et se révéler être plus destructeur que la plus ardente des fournaises. J.K. Rowling illustre donc dans ce chapitre comment l'homme forge ses propres chaînes, comment il s'assujettit lui-même à son désir de possession, car l'homme cherche à amasser toujours plus de richesses illusoires. Il s'aperçoit alors qu'il n'est plus en possession de richesses, mais devient l'esclave de l'argent qu'il a lui-même forgé. Au moment où Harry libère le dragon de ses entraves, la créature prend son envol, détruisant au passage cette institution qui semblait alors pérenne et immuable. L'endroit le plus sûr du monde d'après Hagrid. Mais ne chatouillez pas un dragon qui dort. C'est alors qu'un passage de cette ascension attire particulièrement notre attention, car il fait écho avec un épisode du premier tome, celui où Harry descend pour la première fois dans sa chambre forte,
accompagné de Hagrid. En effet, lors de sa première visite à la banque Gringotts, Hagrid laisse entendre que certains coffres sont gardés par des dragons. D'ailleurs, en s'enfonçant dans les profondeurs, Harry pense apercevoir des flammes. Malgré le vent glacial, Harry ouvrait grand les yeux. Il remarqua un jet de flammes au bout d'une galerie. Ils longèrent un lac souterrain bordé de stalactites et de stalagmites. Harry l'ignore à cet instant, mais il sera voué 6 ans plus tard à faire face à ce même dragon. Mais un tout petit détail très discret attire notre attention. Il s'agit des allusions aux stalactites et aux stalagmites, qui illustrent symboliquement deux principes opposés, la descente introspective et l'ascension spirituelle. En effet, les stalactites sont des colonnes tombantes, à l'inverse des stalagmites, qui sont des colonnes montantes. Par ailleurs, elles sont formées par l'élément de la vie, l'eau, prenant corps dans la matière minérale, la roche calcaire, analogie du corps éthérique de l'homme. Les deux colonnes combinées forment deux symboles complémentaires. La stalactite peut être représentée par les symboles alchimiques de l'eau et de la terre, c'est-à-dire des triangles pointant vers le bas. Et les stalagmites par les symboles du feu et de l'air, des triangles pointant vers le haut. Unis, ces deux symboles dessinent l'étoile de David, ou bouclier de David. D'ailleurs, petit moment comique. Harry pose la question à Hagrid pour savoir la différence entre stalactite et stalagmite. Celui-ci n'est pas en mesure de lui répondre clairement. Dans stalagmite, il y a un M, répondit Hagrid. Alors vous vous demandez sans doute pourquoi est-ce que je me suis à ce point attardé sur ce détail. Eh bien 6 ans plus tard, nous retrouvons à nouveau cette allusion aux stalactites et aux stalagmites. La queue hérissée de la créature donnait des coups violents de tous les côtés, répandant dans son sillage de gigantesques stalactites brisées. Nous pouvons observer que le dragon détruit les stalactites et non les stalagmites. Cette précision illustre symboliquement la libération par émancipation ascensionnelle du dragon, balayant de la queue tout ancrage à tendance descendante, les stalactites, symbole de son emprisonnement dans la terre. Le dragon s'élève alors vers le ciel dans un ultime effort. Plus rien ne fait entrave à son ascension. Il peut enfin s'envoler vers son dernier voyage, la mort. Merci professeur Dumbledore pour vos enseignements. Et votre sagesse. Vous resterez à jamais dans nos mémoires et nos cœurs. Voilà, nous avons tenté de dire. Ainsi s'achève cette vidéo consacrée au symbole du dragon. Je rappelle enfin que l'interprétation d'un symbole reste personnelle et tutti quanti. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube et Instagram. On rappelle que le meilleur moyen de nous soutenir est de parler de nous autour de vous. Et pour celles et ceux qui préfèrent la lecture, nous vous rappelons que toutes nos analyses et plus encore se retrouvent dans le livre officiel de Lumos pour un Moldu, Harry Potter et le secret des alchimistes. Le lien se trouve en description. Par ailleurs, j'annonce la sortie du livre de la plume de Poudlard intitulé Les histoires de la plume, qui regroupe toutes les fanfictions imaginées par les membres de la plume. Vous y retrouverez donc quelques histoires imaginées par votre humble serviteur. Le lien se trouve également en description. Je remercie également Thibaut pour son magnifique Voldemort. Et enfin, je remercie le youtubeur Mysteria, avec lequel j'ai le plaisir de collaborer sur l'écriture de vidéos consacrées à l'ésotérisme. Nous avons déjà à ce jour travaillé sur l'analyse de Matrix et sur le petit chaperon rouge. Et bien d'autres vidéos sont à venir. Si vous ne connaissez pas Mysteria, je vous invite à le découvrir. C'est vraiment du très bon contenu. Merci et nous vous disons à très bientôt pour le prochain épisode de Guide symbolique à l'usage des moldus. C'était Mouni Et Phoenix. Nous sommes frères Et sœurs. dans Lumos pour un moldu. Allez, tchuss les moldus. Allons découvrir le pop du jour. C'est l'avant-dernier. C'est Hermione dans sa tenue de bal. Allez, on va rendre jaloux Ron, on va le mettre à côté de Crabbe. Crabbe. Bon, on va rendre jaloux Ron, on va le mettre à côté de Crabbe. Crumb, ok. Bon, on va rendre jaloux Ron, on va la mettre à côté de Crumb. Non. Ça tient pas avec ces grosses têtes là. Voilà.